1962, un avion de reconnaissance américain survole Cuba. Sur ces clichés des missiles soviétiques à 200 km des côtes des États-Unis. Pendant 13 jours, le monde retient son souffle. À quelques décisions près, l'humanité aurait pu s'éteindre. L'impensable devient plausible, la guerre nucléaire réelle. C'est la crise des missiles de Cuba, mais c'est aussi bien plus que ça. C'est un basculement dans la conscience collective, un moment de vertige qui transforme pour toujours la manière dont l'Amérique se regarde. Aujourd'hui, on vous propose de remonter ce fil, de revisiter l'histoire américaine à travers ses films. Car Hollywood, depuis la Seconde Guerre mondiale, au-delà d'un des outils de soft power d'une puissance authentiquement redoutable, est un des sismographes de l'Amérique. Il enregistre les peurs, il magnifie les triomphes et surtout, il reflète les fissures. Pendant plus de 60 ans, Hollywood a suivi la courbe de l'Empire américain. Quand les États-Unis sont confiants, Hollywood rayonne. Quand ils sont en guerre, Hollywood justifie. Mais quand l'Amérique doute d'elle-même, alors là, Hollywood devient intéressant. Il balbutie, il se contredit, il filme la fin du monde. Et aujourd'hui encore, alors que les tensions nucléaires reviennent, alors que la Russie, la Chine, l'Iran bousculent l'ordre établi, Hollywood, lui aussi, se crispe. A House of Dynamite, Oppenheimer, la future adaptation de Ghost of Hiroshima par James Cameron, les récits sur la bombe nucléaire et ses risques sont omniprésents aujourd'hui, comme un cycle qui se perpétue, un cycle amorcé en 1962. La crise des missiles de Cuba a été un réveil en sursaut pour l'Amérique. Pour la première fois depuis Pearl Harbor, les États-Unis étaient directement menacés sur leur propre sol. Mais cette fois, la menace n'avait plus rien d'une attaque conventionnelle. Elle était totale, irréversible. Alors naturellement, l'Amérique commence à avoir peur. Elle a vu ce que fait la bombe, elle l'a larguée 2 fois. Elle connaît son pouvoir, ses dégâts, sa lumière aveuglante. Mais jusque-là, cette arme appartenait et venait renforcer sa propre toute-puissance. En 1962, pour la première fois, et sans qu'on ait rien pu y faire, cette puissance se retourne contre elle. Et l'Amérique comprend que si le conflit dégénère, il n'y aura pas de vainqueur. Ce sera l'annihilation réciproque, la fin des 2 empires. C'est la doctrine MAD, Mutually Assured Destruction, un équilibre de la terreur, un Mexican standoff nucléaire où le moindre faux geste déclencherait la fin du monde. Alors, dans la société, la psychose monte. À la télévision, on diffuse des instructions en cas d'attaque atomique. À l'école, on enseigne aux enfants à se réfugier sous les pupitres en cas de bombardement nucléaire. Dans l'intimité des maisons, on stocke des conserves, on creuse des abris. Et Hollywood devient le lieu où cette tension collective se met en récit, où l'Amérique regarde en face l'idée de sa propre fin. En 1964, 2 films sortent la même année. Tous 2 affrontent directement la peur du nucléaire et cette nouvelle donne géopolitique rééquilibrée, mais avec 2 visions diamétralement opposées. Dans Failsafe, de Sidney Lumet, un ordre mal interprété envoie un bombardier atomique sur Moscou. Le président américain impuissant à l'arrêter doit alors sacrifier New York pour éviter la guerre totale. Tout est filmé avec une tension clinique. Lumet y voit et y montre la tragédie d'un système trop rationnel, trop automatisé, où la logique humaine s'efface derrière celle des machines. La catastrophe n'est pas le fruit de la folie, mais celle de la foi dans une perfection technologique. Une erreur minuscule suffit à précipiter l'anéantissement total. La même année, Stanley Kubrick répond avec Dr. Strangelove. Le cauchemar devient farce. Le général est paranoïaque, le président dépassé, les conseillers délirants. Et l'explosion finale se fait sur un standard de jazz. Chez Kubrick, la bombe ne peut pas être seulement une erreur, c'est forcément un symptôme. Le symptôme d'un pouvoir malade qui s'est doté de trop de pouvoir pour lui. Une humanité qui fait de sa propre destruction un spectacle indécent. Là où Lumet montre la défaillance d'un système, Kubrick expose la folie de ceux qui prétendraient à le diriger. Mais Hollywood ne s'arrête pas là. Car l'angoisse nucléaire, naturellement massive, infiltre tous les genres. Dans The Time Machine, la guerre atomique a poussé l'humanité à se fragmenter en 2 espèces. Dans Panic in Year Zero, une famille fuit Los Angeles après une attaque nucléaire. The World, the Flesh and the Devil met en scène un monde irradié
habité par 3 survivants seulement. Dans Crack in the World, l'explosion d'un projectile nucléaire menace de faire éclater la planète en deux. Dans 7 Days in May, un coup d'état militaire est envisagé pour empêcher le désarmement nucléaire. Dans The Bedford Incident, un capitaine pousse ses hommes à la rupture dans un face-à-face glacé avec un sous-marin soviétique. L'Amérique regarde la fin du monde au cinéma et ce qu'elle voit, ce n'est pas un ennemi, c'est elle-même, ses chefs, son armée, son orgueil, son système. Dans les années 60, l'indécence de la taille d'une catastrophe nucléaire sidère Hollywood et donc le public. Ce que l'Amérique projette sur l'écran, c'est une image d'elle-même incapable de gérer tout ce pouvoir en pleine crise existentielle. Et cette crise existentielle va contaminer tout le cinéma de la décennie suivante. Les années 70 sont celles du désenchantement. Le Vietnam s'enlise, les scandales éclatent, l'État ment, les élites trichent et le peuple doute. C'est l'Amérique de Nixon, du Watergate, des chocs pétroliers. Le monde devient illisible. Et pour beaucoup d'Américains, l'ennemi n'est plus à Moscou, il est à Washington. Les institutions perdent leur autorité, les contre-pouvoirs vacillent et la guerre froide, peu à peu, devient un théâtre d'ombre. Car après la panique nucléaire des années 60, une forme de résignation s'installe. La guerre totale paraît improbable, son idée est trop traumatisante, les deux blocs savent à ce stade dans leur chair qu'ils n'en sortiraient pas vivants. Alors, on évite l'affrontement direct, on évite de forcer l'adversaire à ce genre d'extrémité, on s'épie. On s'infiltre, on s'affronte à distance, à travers des conflits par procuration. On brutalise des proxys. Le Vietnam, le Chili, l'Angola, l'Iran, c'est l'ère des coups tordus, des complots, des luttes d'influence et des vérités qu'on préfère enterrer. Et c'est exactement ce que montre Hollywood. Le cinéma américain devient paranoïaque. Dans The Parallax View, un journaliste découvre une organisation secrète qui recrute des assassins pour manipuler la politique américaine. Dans 3 Days of the Condor, un analyste de la CIA se retrouve traqué par sa propre agence pour avoir découvert un programme clandestin. Dans All the President's Men, les journalistes Woodward et Bernstein dénouent le scandale du Watergate et révèlent une corruption généralisée du pouvoir. Même Taxi Driver, en surface, un portrait d'un vétéran solitaire et isolé, est une plongée dans une Amérique fracturée, violente, paranoïaque. Un monde où la guerre, même une fois rentrée à la maison, continue à hanter les rues. Et derrière cette atmosphère de suspicion, une rupture plus profonde est en train de se jouer, car ces films incarnent une bascule dans l'histoire du cinéma américain parce qu'on les doit à une nouvelle génération de cinéastes formés dans les universités, nourris de culture européenne, marqués par les révoltes étudiantes, par les émeutes raciales et par les funérailles télévisées de grands leaders assassinés. Ce sont Coppola, Scorsese, De Palma, Altman, Ashby, Cimino, Hopper, on les appelle les enfants Nouvelle Hollywood. Ils sont venus remplacer le système des studios qu'ils jugent trop figé, trop optimiste, trop conservateur. Ils arrivent avec une nouvelle vision mieux taillée sur l'époque, plus cynique, plus désabusée. Leur cinéma ne supporte pas les mythes fondateurs creux. Ils brisent l'illusion d'une grandeur morale. Ils refusent les héros traditionnels, les certitudes idéologiques. C'est le cinéma d'une Amérique qui doute. Hollywood commence à dire tout haut ce que l'Amérique ne veut pas entendre, qu'elle n'est plus sûre d'être la bonne, qu'elle n'est plus sûre d'être la capitaine du camp du bien, qu'elle n'est plus sûre d'avoir raison, qu'elle n'est plus sûre d'être encore un modèle. On est à l'opposé du cinéma de propagande ou du divertissement patriotique. Les films de cette époque sont des diagnostics. Network dénonce la dérive médiatique, la manipulation de masse, la conversion du vrai en spectacle. Serpico ou Dog Day Afternoon montrent des figures marginales confrontées à la brutalité extrême de systèmes verrouillés et inhumains. Dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, l'hôpital devient une métaphore pour un pays qui discipline les comportements et réduit les êtres au silence
violemment, éteignant leur humanité sous couvert d'ordre et de soins. Dans Blue Collar, ce sont les ouvriers eux-mêmes qui tentent de s'émanciper, avant de comprendre que leur syndicat est aussi pourri que le système qu'ils combattent. Et après ce diagnostic implacable, un constat s'impose. Le système ne protège plus, il oppresse, l'État ne rassure plus, il inquiète. Dans ce climat de soupçon généralisé, Hollywood devient pour un temps une sorte de journal intime désabusé de l'Amérique, là où ses éléments les plus sensibles consignent leurs peurs et leurs traumas. Mais ce moment ne durera pas, car dans les années 80, tout change. Le pays tout entier veut tourner la page, relever la tête, rêver enfin à nouveau. Sa victoire à l'international commence à être consignée. On envoie Ronald Reagan à la Maison-Blanche, un ancien acteur devenu président. Et avec lui, un nouvel imaginaire s'installe. Fini le doute, place au triomphe. Fini les anti-héros, place aux héros bodybuildés. Fini l'Amérique malade, place à l'Amérique invincible. C'est le retour de la force, du spectacle, du drapeau, de Wall Street, de l'argent qui coule à flot, de l'ultralibéralisme poussé à son paroxysme. Et à Hollywood, c'est une nouvelle ère qui commence, celle de la revanche. Mais ça, on le verra dans la prochaine partie de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à liker celle-ci, à la commenter, à débattre entre vous et avec nous, partagez ça autour de vous. Et pour ne rien rater, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. On y publie régulièrement des réels sympas et c'est l'endroit idéal pour échanger avec nous. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour la suite de cette vidéo.